Et on se retrouve donc pour cette heure de débat en compagnie de nos 4 intervenants du jour, que vous avez d'ailleurs l'habitude de retrouver avec Valérie Expert, qui sera de retour, rassurez-vous, la semaine prochaine. Aujourd'hui, Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse. Mathieu Alterman, journaliste et auteur, notamment de Femme fatale aux éditions Quai des Brunes. Nouveau livre en mars. Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de la Voix du Peuple. Et puis Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement National. Bonjour à tous les 4. Et comme d'habitude, on commence avec les coups de cœur, les coups de gueule que vous avez à pousser. On peut commencer avec vous, Mathieu Alterman, sur... Oui, alors mon coup de gueule, alors je sais qu'il va peut-être pas intéresser les nombreux auditeurs qui vivent en province, mais bon, il faut quand même qu'ils trouvent un intérêt dessus. C'est ce qui s'est passé le 24 décembre à Paris, dans les rues de Paris. Ouais. Quelques heures avant le réveillon, la mairie de Paris a décidé de verbaliser toutes les voitures qui étaient pas très bien garées, en tout cas avec des warnings, des gens qui allaient chercher leurs courses chez les commerçants de Noël, tout simplement. Moi, j'ai moi-même été victime, vous voyez, je suis allé chercher un plateau de fruits de mer. Alors, je sais bien que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un plateau de fruits de mer, mais la question n'est pas là. Simplement, vous ne pouvez pas transporter un plateau de fruits de mer en métro, en bus, en trottinette, c'est compliqué. Donc, tous les gens s'étaient mis, en fait, plutôt bien en attendant d'aller récupérer leurs courses dans tout l'ouest parisien. Ils ont tous été verbalisés avec des demandes d'enlèvement, que ce soit dans le 17e, dans le 16e. Comme par hasard. C'est étonnant. C'est dans les arrondissements qui n'ont pas voté Anne Hidalgo, et dans les arrondissements où on sait que les gens ont un petit peu plus de moyens, dans un Noël qui était quand même particulier. On ne pouvait pas être plus de 6, où on a quand même souffert cette année. Je trouve que c'est du racket. Non seulement c'est du racket, mais ça incite les gens à acheter en digital, sur Internet. Les gens n'iront plus chez des commerçants, puisqu'il n'y a pas de parking, vous ne pouvez pas vous garer, vous avez une contravention en 5 minutes avec des gens qui guettent tout de suite et qui appellent immédiatement la fourrière pour vous enlever, mais dans les 2 minutes. C'est pas la fourrière qui arrive 20 minutes après. Elle arrive tout de suite pour juste des gens qui allaient chercher des achats. C'est inadmissible. La solution de la trottinette pour transporter c'est compliqué. La trottinette. Alors, si, sur la tête. Je mets mon plateau de fruits de mer sur la tête et avec une main, je tiens ma trottinette. Éventuellement. Fini. On va trouver des solutions. Mais enfin, c'est du PV idéologique, ça. C'est du PV parce que ça a été ciblé pour les arrondissements, certainement. Et parce que ça fait suite à une année où il y a eu moins de PV, puisqu'il y a eu des confinements et les gens se garaient moins, se déplaçaient moins. Donc ils se sont dit, on va faire un petit peu d'argent le 24, mais le 24 à 18h. Juste au moment où les gens, on peut penser qu'on peut avoir un petit peu d'humanité dans un cas. Il faut se méfier du phénomène de ras-le-bol, d'ailleurs, parce qu'il y a un moment où... Madame Hidalgo devrait s'en méfier avec ses adjoints. Je pense qu'ils font fort en ce moment. Patrick Mignon, justement, vous vouliez nous parler de Vicage Dourasson. Oui, je vais essayer de le remettre un petit peu à sa place. Initialement, je n'avais pas trop envie de rebondir là-dessus. Vous savez que la semaine dernière, je crois, où il y a une dizaine de jours, il a dénoncé les joueurs de football comme les esclaves. Alors, je ne sais pas s'il est bien conscient quand même de la situation. D'abord, esclave, ça voudrait dire que c'est un reproche qu'il fait de manière incidente aux Blancs. Donc, c'est eux qui, certainement, esclavagisent les joueurs de foot. Sauf que hier, j'ai reçu dans ma boîte mail une indiscrétion, la feuille de paye d'un joueur dont je tairai le nom. Je vous donne les chiffres rapidement. En brut, uniquement pour un mois, le mois de septembre, 960 000 €. Oui. En net, 860. Net après prélèvement à la source, 614 000 € pour un mois. Des esclaves bien rémunérés. Alors, je veux bien. En l'occurrence, je vais préciser une chose. Je ne critique absolument pas le niveau de rémunération. C'est un autre débat. On pourrait effectivement débattre des implications que ça a. C'est un contrat privé entre des personnes, entre un président d'un club et un club qui accepte de payer tel joueur. C'est qu'il a ses intérêts. En fonction de la compétence. Après tout, moi j'étais pilote de ligne. On nous a assez reproché nos salaires. On a des compétences et des obligations. Les joueurs de golf ou les pilotes de F1 ont aussi des obligations et des compétences, ça se discute. Mais quand on prétend parler des joueurs de football comme des esclaves, là, je pense qu'il a une notion de l'esclavage qui dépasse un peu je mon pense entendement. qu'on devrait lui rappeler que la différence entre un esclave et un joueur de foot, c'est que le joueur de foot, il voulait être joueur de foot. C'est quand même, c'est quand même fondamentalement la différence, alors que l'esclave ne voulait pas. Ce qu'il dénonce, c'est cette relation contractuelle qui oblige les joueurs de foot à gagner rester dans 860 000 €. Oui, c'est même compliqué. s'ils veulent partir, c'est ça? Ouais, non, je pense pas que ce soit ça. Enfin,
des contrats de plus en plus dans courts. des saillies idéologiques voilà, toujours. récurrentes. C'est du racialisme et du racisme inversé, anti-blanc en l'occurrence. Monsieur Dorasso ferait bien de faire attention à faut ce pas qu'il non dit. plus surestimer. Vous avez dit qu'il était inconscient. Je pense que le sien est trop. Il faut quand même un peu rappeler les nombreuses saillies de ce monsieur. Regardez son Twitter. Moi, j'ai mis des mois avant de comprendre que ce n'était pas une parodie. Oui, ça c'est exact. C'est exact parce que c'est toujours dans le. C'est n'importe quoi. C'est totalement déconnecté de la réalité et dans un discours totalement idéologique également. Jérôme Rivière, voulez nous parler d'Emmanuel Macron qui n'a pas souhaité joyeux Noël aux Français, hein, c'est ça? Jérôme Rivière, est-ce qu'il nous entend? Il est en train de parler. Il est en train de parler, mais on... Alors, on a un petit problème de liaison. On va passer. On va évidemment revenir sur ce Noël d'Emmanuel Macron. Alexia Germont, vous. Moi, c'est un coup de cœur. D'abord parce que, par principe, je trouve que ça fait du bien en ce moment d'avoir un petit coup de cœur et non pas de râler tout le temps. Moi, c'est pour prendre appui en fait sur ce qui s'est passé pendant le Covid, voir les liens entre l'agriculture, la transition agro-écologique et agroalimentaire également. Et le Covid, parce que, alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que pour ne rien vous cacher, j'ai passé un bac pro agricole il y a 2 ans, donc vous voyez, je fouille le sujet. Non, mais plus sérieusement, en fait, pendant la crise du Covid, d'abord on s'est rendu compte de l'importance, évidemment, de la sécurité sanitaire avec les médicaments, mais aussi de la sécurité alimentaire. Et ça, c'est au cœur aussi des enjeux géopolitiques. Donc si on prend un peu de recul, je crois que c'est un sujet qui est vraiment devant nous et sur lequel il faut mettre le paquet. Après, on a vu aussi la difficulté dans laquelle certains agriculteurs se sont trouvés, alors qu'ils se sont déjà tous bien engagés dans une transition agricole. Et je crois qu'aujourd'hui, cette opportunité qu'est le Covid, comment la transformer en opportunité finalement pour ce milieu-là, c'est parce que ça permet en fait de fixer un objectif commun, qui est un objectif qui devrait tous nous réunir, en mettant vraiment la notion de producteur, la notion d'industriel, la notion de logistique, y compris dans les villes. C'est ça qui est très intéressant, de voir de quelle façon on peut développer ça aussi dans les villes, avec les usages en matière de commerce. Sur toute cette chaîne-là, il faut repenser, en fait, en n'opposant pas les uns avec les autres, mais évidemment en essayant de construire une chaîne où il y a une répartition de la valeur qui est à nouveau plus intéressante. Donc, je crois en même temps que ça permet de démocratiser aussi le droit de manger mieux aussi pour les gens, et que c'est intéressant de faire se retrouver à la fois les agriculteurs, le monde industriel sur lequel il y a beaucoup de choses à redire, et essayer de faire une production plus égalitaire de ce point de vue-là et meilleur pour la planète. Vous avez raison sur la logistique, parce qu'on est tous favorables, en tout cas pour ma part, au circuit court. On est tous preneurs de tout ça, parce qu'on connaît les produits ou qu'on connaît les personnes. Sauf que quand on habite dans les villes, grandes villes ou moyennes, c'est un vrai sujet. C'est un vrai problème, parce que en fait, on se fait allumer à 135 € quand on va, ou peut-être plus, quand on va se chercher un plateau de fruits de mer ou autre. Mais c'est hors de toute plaisanterie, c'est vraiment le gros problème. C'est-à-dire que pour avoir des produits frais, c'est la logistique qui... Oui, mais moi je crois aux associations de consommateurs de plus en plus. Vous savez, il y a déjà 2-3 ans de ça, il y a une appli qui s'appelle Yuka, où les gens scannent tout ce qu'ils achètent. Des industriels ont changé la composition de leurs produits en fonction des résultats qui étaient connus des consommateurs. C'est la force de la société civile, c'est qu'on est souvent très en amont finalement des changements politiques. C'est le consommateur qui fait le marché et non pas le contraire. Et on en parlait en antenne, il faut positiver effectivement, on va essayer de trouver des choses positives sur cette crise Covid, c'est que sur chaque confinement on avance de 5 ans. On gagne 5 ans dans la progression, dans la manière de consommer et de produire. Donc ça va aller très vite, ça va très très vite. Les gens ne se rendent pas compte, mais on a avancé de 5 ans en 6 mois. Là, donc il va y avoir des destructions, parce qu'il y a des destructions et des constructions, c'est la loi du commerce, c'est comme ça. Sûr, la loi mais ça du va marché. beaucoup plus vite qu'il y a encore un an. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est la notion de consomme-acteur qui est vraiment au cœur des réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui. Et moi, je rappelle quand même à l'ensemble des membres de la société civile que la plus grande, finalement, des forces que nous avons, c'est le pouvoir de la carte bleue.
Vous pouvez flécher, finalement, l'argent va vers les personnes que vous souhaitez soutenir. Et quand vous réfléchissez de cette façon-là, je trouve que c'est un discours qui est assez intéressant. Et je finirai juste, parce que c'est intéressant aussi ce que vous disiez sur la partie logistique, avec une casquette d'adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris, en charge du développement économique, des entreprises et de l'emploi. On a beaucoup travaillé aussi sur les questions logistiques et moi je découvre aussi la complexité de la mise en œuvre à travers les politiques publiques du dernier kilomètre, finalement de la livraison du dernier kilomètre. Et ce sont des sujets qu'il faut préempter dès aujourd'hui, parce que cette sortie de crise qui finira bien par arriver va être aussi fulgurante que l'entrée y a été. Voilà, il faut qu'on soit prêt. Alors Jérôme Rivière, on vous entendait pas tout à l'heure, mais la liaison est rétablie, il me semble. Vous vouliez nous parler donc de ce Noël qui n'a pas été fêté, adressé en tout cas aux Français par Emmanuel Macron. Oui, effectivement, Noël, et ça tombe bien d'ailleurs que ce soit un peu décalé, désolé pour l'incident technique, mais Emmanuel Macron n'a pas souhaité Noël aux Français. On l'a vu, ça a été un petit peu débattu, ça a été relativement peu débattu. Et pour moi, j'y voyais deux sujets essentiels. Le premier, c'est que ça montre qu'il n'a pas compris ce qu'était l'identité de la France. Il a clairement choisi de souhaiter régulièrement tout au long de l'année, des années de son quinquennat, les différentes fêtes de toutes sortes de religions. Il fait le choix délibéré de ne pas s'adresser aux Français le jour de Noël pour leur souhaiter un joyeux Noël. Je crois que c'est faire une grave erreur au moment où il adresse des signaux dans son article de l'Express aux Patriotes. C'est faire une grave erreur sur ce qu'est l'identité de la France. Et ça rejoint un deuxième sujet qui est aussi celui que vous venez d'aborder, qui est celui de la consommation. Noël, ça rappelle que l'homme est autre chose qu'un simple consommateur. C'est le sacré, la gratuité, la générosité que Noël incarne. Et on a, à travers cette crise du Covid, j'entends bien qu'effectivement, en termes de consommation, ça fait bouger un certain nombre de choses. Tous les auditeurs, tous les Français ne sont pas en mesure de consommer tel qu'on le propose. Mais surtout, on est réduit à des aspects logistiques. On en parlera tout à l'heure. On va nous faire un confinement qui cache son nom en nous faisant un couvre-feu à 18h, ça n'a pas de sens. Et donc, en fait, on réduit l'homme à un projet de consommateur. Comment on va faire pour vivre dans cette petite fenêtre de liberté qui nous est accordée? On doit se poser des questions plus vastes. Qu'est-ce que c'est que de vivre aujourd'hui comme citoyen? Quelle est la façon dont nous vivons vivre et non pas simplement se dire est-ce que du coup j'arrive à acheter mon pain, à acheter mon plateau d'huîtres, à acheter Dieu sait quoi. Et cette crise du Covid, c'est pour les mondialistes, en tout cas pour ceux que je combats, l'occasion de nous réduire encore plus à des objets de consommation, des consommateurs d'une part, objets de consommation d'autre part, et d'oublier notre statut de citoyen avant tout et d'homme libre. Alors, vous m'avez fait la transition, puisque nous parlerons dans un petit instant de ce couvre-feu à 18h dans certains départements qui va donc être mis en place. On revient dans un petit moment. Sud Radio, 10h midi, débat. Arthur Delaborde. De retour avec Alexia Germont, Mathieu Alterman, Patrick Mignon et Jérôme Rivière pour débattre ensemble de l'actualité de ce mercredi, avec évidemment ce couvre-feu qui va être avancé à 18h dans une vingtaine de départements, depuis les Ardennes jusqu'aux Alpes-Maritimes, départements a priori les plus touchés, où les courbes de l'épidémie en tout cas sont les plus inquiétantes, qui inquiètent en tout cas les autorités sanitaires. Est-ce que c'est la bonne solution selon vous? Question simple, mais réponse parfois complexe. Réponse complexe. Je pense pas que ça soit une solution qui satisfasse ni les uns ni les autres. C'est une demi-mesure. En fait, déjà sur la forme, c'est quand même très intéressant de souligner que le Conseil de défense qui s'est réuni hier avec, je crois, plus d'une quinzaine de ministres, accouche finalement d'une mesure de cette ampleur-là. Parce qu'on pouvait s'attendre à quelque chose. La situation est quand même, même si on espère tous voir le bout du tunnel rapidement, la situation est grave. Le gouvernement va très vite avoir à rendre des comptes, notamment sur le plan vaccinal qui a été, la façon dont on déploie le sujet. Donc on voit bien qu'il y a une réelle inquiétude pour les premiers
première semaine, avec une intervention aussi du professeur Delfrécy, qui mettait quand même les pieds dans le plat en disant la situation va vite être rapidement non contrôlée. Donc vous vous retrouvez avec un confinement localisé qui dit pas son nom parce que c'est un couvre-feu à 18h, mais qui est très compliqué quand même à mettre en place pour si c'est pour préserver. En fait, il faut savoir quel est l'objectif que l'on poursuit. Si c'est vraiment de retrouver une maîtrise, ça voulait dire qu'il fallait avoir une instauration beaucoup plus forte, peut-être pour un temps très court, mais où on est à ce moment-là, clairement, on dit voilà, ça va pas, on assume, ça va pas, et il faut, à ce moment-là, pendant 15 jours, on remet les gens sous cloche aux endroits où ça va pas, ce que vient de faire l'Autriche, pour potentiellement, et c'est quand même ça qui nous intéresse aussi, avoir une vie économique, une vie culturelle, où on ne fasse pas mourir les gens par l'absence de visibilité économique aussi là-dessus. C'est le drame du en même temps. C'est-à-dire que vous savez, quand vous avez un pansement sur le bras, pour que ça fasse moins mal, il faut le faire vite. Il ne faut pas le faire lentement, ça fait plus mal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sorte de couvre-feu cet automne, alors qu'il fallait faire un confinement. Après, on a fait un confinement léger, il fallait faire un confinement dur. Moi, je vais vous dire, je vois ce qui se passe en Israël, pays que je connais bien. Ils vaccinent 150 000 personnes par jour. Record au monde. Ils ont confiné intégralement. Là, ils ont confiné depuis 3 jours. Et ils font leur plan en même temps. Ils ont le plan vaccination le plus fort et en même temps, ils confinent. Qu'est-ce qu'on fait en France? On a un plan de vaccination où c'est une blague. Non, c'est pas un plan. C'est pas un plan. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont mis un généraliste, ils ont mis un technocrate, on va en reparler. Et en même temps, on annonce un couvre-feu à 18h. Bon, ce qui est absurde, c'est pas à 2 heures près qu'on va changer la situation. Alors évidemment, les commerçants disent ils préfèrent ça plutôt que tout fermer. On comprend, c'est logique. D'ailleurs, je comprends pas qu'on interroge les commerçants, parce qu'évidemment, ils vont pas dire qu'ils préfèrent être fermés intégralement. Et on fait ça pour pouvoir rouvrir les commerçants. Voilà. In fine, c'est quand même ça. J'en ai marre, moi, de ce truc tiède. J'en ai marre de cette chose où moi j'ai envie d'une autorité, même quand je ne suis pas d'accord avec, je respecte plus une autorité qui assume, plutôt de quelque chose au milieu qui a envie de plaire à tout le monde, parce qu'à vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, ça ne fonctionne pas. Mais on a senti d'ailleurs dans l'intervention hier soir dans le journal télévisé d'Olivier Véran, qui avait peut-être aussi l'idée d'attendre, d'avoir un peu plus de recul sur les chiffres liés à l'épidémie pour les fêtes. Mais on attend quoi? On attend quoi? C'est-à-dire qu'on voit bien aussi que finalement on avait cette possibilité avec la reprise des cours, on aurait pu frapper fort sans trop ennuyer les Français. C'est-à-dire les Français qui sont en vacances, on leur disait vous restez confinés en vacances, vous décaliez de 2 ou 3 jours peut-être une rentrée scolaire. Bon, vous mettiez le pays sous cloche à un moment où il y avait besoin d'un plan vaccinal qui se déploie. Là, les chiffres sont très alarmants sur la façon dont la France est capable de mettre en œuvre une décision du point de vue vaccinal. C'est très simple. Ils voulaient 5 000, on est loin des 5 000. Donc les chiffres montrent que le gouvernement s'est trompé. Il y a autre chose, on va essayer, parce que chaque individu, chacun d'entre nous aura sa solution. Si j'étais Premier ministre, je ferais ça. Sauf que, pourquoi on est dans cette situation ? On est dans cette situation parce qu'il y a un gros problème. Et le problème, c'est pas le nombre de contaminations, contrairement à ce que dit M. Delfrécy, c'est le manque de lits de réanimation réellement équipés et gréés en personnel correctement payé. On a flingué tout ce système-là et aujourd'hui, je repose la question macronienne, où part le pognon de dingue? Parce que franchement, c'est ça qui pose le gros problème. Si on avait les lits de réa, on ne serait pas obligé de flipper avec le nombre de taux de contamination, etc. On sait où il part le pognon. Voilà, je vais vous dire, c'est ça qui est dramatique. Le pognon de dingue part dans l'administration de l'administration. Oui, c'est tout le problème de la santé en France. L'État dans l'État. Et aucune réforme. Rien. Voilà. Vous avez sur ce couvre-feu. Je partage ce qui vient d'être dit sur le fait qu'aujourd'hui on est dans une politique qui vient couvrir une carence du gouvernement. La réalité, c'est que moi je suis opposé à cette forme de confinement parce que c'est comme je le disais précédemment, c'est un confinement qui cache son nom. Faire un couvre-feu à 18h, c'est très compliqué à mettre en œuvre. C'est simplement une sorte de cache-sexe pour ne pas dire aux Français la réalité, qui vise de façon ultime à imposer une vaccination obligatoire. Mais tout ça vient du fait, non pas... faut arrêter le Covid, c'est pas la peste ou le choléra. C'est effectivement une maladie dangereuse, c'est effectivement une maladie contre laquelle il faut lutter, mais on sait quelles sont les personnes à risque et on sait traiter et soigner. Donc il fallait tester. Le gouvernement était incapable de mettre en place une politique de test massive. On avait besoin de cette politique de test pour tester, pour ensuite isoler les gens qui sont malades et les soigner. Et c'était une façon de traiter le pays de façon rationnelle.
Mais encore fallait-il avoir un hôpital public qui soit à la hauteur. Or, l'hôpital public n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur, effectivement, parce qu'il y a un pognon de dingue qui part dans l'administration, mais aussi beaucoup d'argent qui part dans la fraude sociale. Ça fait des années qu'on le sait, il y a des rapports au Sénat. Il y a des magistrats qui se sont exprimés sur le sujet. Rien n'est fait. Donc aujourd'hui, le gouvernement navigue à vue. Il veut faire oublier son incompétence depuis 10 mois. Et pour ce qui concerne la politique vaccinale, qui est finalement le but ultime aujourd'hui du gouvernement, qui se dit « je vais finir par faire accepter tout aux Français parce qu'on va les vacciner », on entend absolument tout et n'importe quoi avec le commissaire au plan, François Bayrou, qui nous explique dimanche: vous savez, je suis pour la vaccination obligatoire, mais dès lors qu'on saura que le vaccin est efficace et qu'il n'est pas dangereux. Mais comment voulez-vous présenter aux Français le patron du plan qui dit aux Français, vous savez, on va aller vers une vaccination obligatoire, mais il faut d'abord vérifier qu'il est efficace et qu'il n'est pas dangereux. Toute cette équipe gouvernementale, François Bayrou y compris, marche sur la tête et nous conduit dans un mur dont l'année 2021 sera un réveil douloureux. Je pense que c'est pas qu'un problème de gouvernement lui-même. Je pense que c'est un problème structurel et qui n'est pas que conjoncturel. Je pense que le vrai problème, c'est que l'État français est incapable de travailler avec les entités privées. On a vu, quand il y avait des débordements dans les hôpitaux publics, des cliniques privées qui étaient désertes, vides, qui disaient « faites appel à nous, nous sommes là », rien n'a été fait. Et là, il y a un vrai souci. Ça s'est un peu amélioré avec la seconde vague. De la même façon, quand on voit le déploiement là, avec la chaîne du froid qui est nécessaire, avez-vous entendu parler d'un quelconque appui par la puissance publique sur les entreprises industrielles françaises qui maîtrisent ces chaînes du froid? Non, c'est un drame. C'est un drame. C'est un drame. C'est un drame. Alors qu'on sait qu'il y a en plus une problématique sur l'industrie qui est pérenne, qui est devant nous en sortie de crise. Et c'est comme pour les masques, finalement. C'est le tissu industriel français qui s'est finalement redéployé à vitesse éclair, alors que la structure étatique était incapable. Elle était trop obèse, finalement, pour être capable de se mouvoir avec agilité et audace. C'est ce que je disais, c'est un problème beaucoup plus global. Comme l'a dit Jérôme Rivière, ils prennent des mesures au jour le jour aujourd'hui, mais ils se retrouvent dans un état impossible à gérer à cause de tout ce qui a été fait avant et qui n'est pas que de leur fait. De leur fait, on est bien d'accord. C'est-à-dire que cet argent qui n'a pas été investi dans l'hôpital public, mais aussi ces chaînes industrielles qu'on a allègrement détruites parce qu'on se voyait être un pays musée touristique de services. Aujourd'hui, on est à plat parce que l'industrie, les autres, ils se servent en premier et puis on ne sait pas la refaire tout de suite. Et sur cette question, pour en revenir un peu à cette question du couvre-feu, on a notamment le professeur Juvin, le chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, qui dit ce matin que de toute manière, on ne va pas couper au reconfinement. Voilà, finalement on est dans l'attente et on sait qu'on va probablement. Et c'est le pire pour l'économie. On est au bord de la falaise et on nous dit vous allez voir, et on nous approche, vous voyez, on nous approche au fur et à mesure du truc et c'est pire que tout. C'est pour ça que les gens aujourd'hui d'ailleurs sont en quête d'autorité. On entend tous les sondages. De toute façon, ils commettent une erreur de fond, c'est qu'ils fondent tout sur la com, sauf que comme toute cette com a été organisée sur un mensonge initial qui était Madame Sibeth Ndiaye avec, je sais pas, mettre mon masque en faisant la clown devant les caméras de télé et on a des millions de masques, on va pas tarder à vous les donner. Eh bien, à partir du moment où vous basez tout sur la com, mais que cette com elle est mensongère au début, vous avez construit un château sur du sable. Enfin, ce qui est quand même très inquiétant, c'est le signal contradictoire. On parle d'injonction contradictoire souvent, mais là, c'est le signal contradictoire qui est envoyé par Olivier Véran quand vous avez l'importance du déploiement du plan vaccinal et qu'en même temps, on vous dit, on fait preuve de prudence et de pédagogie. Pédagogie, c'est audible, mais prudence. Comment voulez-vous que les Français, après, derrière, soient rassurés alors qu'on sait qu'on a un taux de réticence par rapport à la vaccination extrêmement fort en France? C'est plus que ça. Record du monde. Article paru dans le Figaro hier. Nous sommes le record au monde. Mais ce qui est dramatique. Mais finalement, le message qui est envoyé par le gouvernement lui-même de ne pas se précipiter pour vacciner et organiser la vaccination... D'ailleurs, il le fait.
110 vaccins, je crois, effectifs. Voilà, 110 vaccins effectifs. Alors, on va y revenir 117, justement dans quelques secondes. On va parler en détail de cette campagne de vaccination. Voilà, oui. On revient tout de suite. De retour avec Alexia Germont, Mathieu Alterman, Patrick Mignon et Jérôme Rivière. On va donc parler de cette campagne de vaccination qui démarre avec un niveau de méfiance des Français très haut. On l'évoquait tout à l'heure, a priori le pays au monde qui est le plus méfiant à l'égard de ce vaccin. Et il y a cette idée aussi en parallèle de passeport sanitaire qui est avancé par certains, notamment le commissaire au plan et maire de Pau, François Bayrou. Idée donc de réserver aux personnes vaccinées contre le coronavirus certains lieux où le risque de contamination est jugé fort, comme les lieux culturels, les restaurants. Ça pose un problème en termes de liberté individuelle, ça ? Alors, plutôt, oui. Plusieurs choses. Parce que, bon, déjà, le vaccin, on parlait de la campagne vaccin. Bon, il y a des pays, on en parlait tout à l'heure, Israël, 150 000 vaccins par jour. Nous, on est à 110. Voilà. 110. On a l'impression que c'est une vanne, mais c'est vrai, c'est épouvantable. Israël qui a mis en place cette idée de passeport vert. Hein. Ah non, mais moi, je suis pour. Je vais vous dire alors, vous voulez on parle du passeport. Le passeport, il existe depuis 15 ans sur la fièvre jaune. Donc voilà, stop. Ça existe depuis 15 ans sur la fièvre jaune. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'on vous vous ne demande pouvez pas, sous prétexte d'égalitarisme, ne pas favoriser les gens qui sont vaccinés avec ceux qui ont fait le choix de ne pas être vaccinés. C'est pas du tout pareil. Pour rentrer, c'est obligatoire et c'est pas pour aller au restaurant. Voilà. D'abord, c'est pour accéder à un pays dans lequel on sait qu'il y a une pandémie, enfin une maladie endémique qui est mortelle et autrement mortelle que les 0,05% de la Covid. Non, attention. En plus, ce sont des vaccins. Moi, j'ai dans mon métier, la fièvre jaune, j'en ai eu par paquet à chaque fois puisque c'est valable que 10 ans. C'était valable que 10 ans. Non, il y a une grosse différence. C'est que là, on vous propose un vaccin qui est insuffisamment testé, dans lequel tous les scientifiques prennent toutes les précautions oratoires pour vous dire attention, on n'est pas certain que ça marche, on n'est pas certain que la personne vaccinée ne soit pas quand même contagieuse, donc ça ne veut pas dire quand vous êtes vacciné, c'est un blanc-seing. Donc attendez, est-ce que c'est intéressant d'avoir un passeport vaccinal qui autorise l'accès à certains lieux pour des gens qui se sont fait vacciner, s'ils sont malgré tout contagieux? Personnellement, je ne le crois pas. Mais d'accord, j'entends ce que vous dites. En attendant, aujourd'hui dans le monde, il se trouve que les pays qui vaccinent le plus sont des pays qui sont plutôt en avance sur ces questions-là. Mais c'est pas vraiment les pays. Donc ils peuvent pas avoir tort et nous avoir raison. À un moment, c'est pas possible. Ça peut être un entre-deux. Il y a aussi quelque chose qui est très surprenant et la communication sera très, très difficile à faire passer auprès des Français. C'est que nous, on nous a bassinés. Vous vous souvenez, il y a 10, 15, 20 ans, et d'ailleurs ça a été le début du bio, on nous a bassinés avec le maïs OGM de la firme américaine que je ne nommerai pas. Et il fallait pas le manger. Alors excusez-moi, du maïs que vous mangez, que vous digérez dans vos sucs gastriques, c'est quand même un peu moins grave qu'un vaccin avec une manipulation génétique, même si on pense qu'on la contrôle, et qu'on s'injecte dans le corps. Donc il y a une grosse différence. Moi, le passeport vaccinal, j'y suis totalement opposé. Nous y sommes totalement opposés pour une raison extrêmement simple. C'est que vous pouvez demander à quelqu'un qu'il vous prouve qu'il n'est pas contagieux par un test, et ça c'est ce qui se fait avec l'exigence des tests PCR pour voyager notamment ou pour faire certaines choses, vous ne pouvez pas exiger la même chose. Donc un test, c'est quelque chose que l'on prélève du corps pour vérifier s'il y a un état donné. Quand on parle d'un vaccin, c'est quelque chose qu'on ne prélève pas du corps, mais quelque chose qu'on y introduit. Et là, on n'a pas le résultat immédiatement. Donc, excusez-moi, là-dessus, je suis absolument opposé à cette histoire de passeport vaccinal. Je vais peut-être vous faire bondir, Mathieu Alterman. Mais très franchement, étiqueter quelqu'un avec un document pour aller dans tel ou tel endroit, faire telle ou telle action, ça rappelle de très mauvais souvenirs. Faut arrêter. Et moi, non. Moi, je vais vous dire, tant qu'à faire, moi, je refuserais ça, mais je me collerais moi-même une étoile noire. Non, mais vous pouvez pas raconter des conneries pareilles. Attendez, vous pouvez pas. Ma famille a été entièrement déportée dans les camps. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire?
Non, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que l'étiquetage des gens en fonction mais il existe de déjà l'étiquetage sur votre téléphone. On vous est suivi à la trace sur tout. On est suivi. Les gens qui, je suis désolé de l'informer les gens. On est suivi sur tout depuis 20 ans. Mais je ne veux pas de ce sur vaccin. Les médicaments. Mais si vous voulez, j'ai vu que là, il y avait un débat aussi sur le fait de savoir de quelle façon on allait pouvoir tracer est-ce qu'on a été vacciné par quel vaccin, le lot. Mais c'est déjà le cas. Vous vous vaccinez contre la grippe pour des raisons sanitaires. On sait quel lot on vous a injecté parce que s'il y a un problème, sauf que ces vaccins sont maîtrisés. Et quand vous regardez aussi, vous demandez à votre pharmacien, il est totalement capable de savoir quels sont les médicaments qu'on vous prescrit d'habitude parce qu'ils sont remboursés par la sécurité sociale. Donc on sait de toute façon comment vous êtes traité et de quelle pathologie vous souffrez. Donc il ne faut pas faire peur aux Français en disant qu'on rajoute une couche complémentaire. Cette couche-là, elle existe déjà. Simplement, on fait prendre conscience aux gens. Vous avez vu ce que le socialiste Sanchez en Espagne propose. C'est-à-dire que non seulement il va faire ce passeport et cette base de données, mais il va la transférer à tous ses copains européens. Attendez, ça, moi je me suis pas exprimé encore sur le passeport vaccinal. D'ailleurs, en tout cas, ce passeport, il est pas à l'ordre du jour puisque le gouvernement. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est par un biais détourné, que ce soit celui-ci ou un autre, imposer de façon obligatoire la vaccination, alors qu'en même temps on vous explique qu'elle n'est pas obligatoire. Ça, c'est une question de respect, d'éthique et de respect de la parole publique, la parole politique. En même temps, encore une fois. Voilà. Donc ça, non. En revanche, que l'on trouve des moyens de rouvrir plus rapidement avec des consignes sanitaires, les tests. Quand on a tous poussé des cris d'orfraie parce qu'on vous demandait de mettre sur un registre, quand vous alliez au restaurant, votre nom et vos contacts, ça paraît, c'est une version dégradée de tout ce Covid, mais ça vous paraît normal de pouvoir être recontacté si vous avez été en contact avec un certain nombre de personnes. Je voudrais juste rajouter un petit détail. Vous disiez tout à l'heure, le vaccin, on n'est pas sûr exactement parce que c'est un nouveau vaccin. Oui, mais enfin, c'est la caractéristique de tout nouveau vaccin. Ah non, il y a eu des tests. Il y a des tests d'abord sur des panels importants, et puis il y a de la durée. On vous explique partout. D'ailleurs, toutes les firmes, dans l'histoire, au départ, on ne savait pas ce qui. Toutes les firmes de Big Pharma qui sont quand même avec leur bataillon de juristes pour les parapluies vous expliquent qu'ils prennent 10 ans avant de commercialiser réellement le vaccin. Moi, je pense que le vaccin de Sanofi, s'il avait été prêt, il aurait eu un carton. Un carton. En fait, ça c'est très intéressant aussi en termes de liberté. Le fait que, alors, on entend beaucoup dire oui, mais Sanofi, on est à la ramasse, etc. Oui, certes, c'est dommage qu'ils aient pris du retard, surtout qu'ils l'avaient annoncé avec pertes et fracas en disant on sera prêt pour juin. Oui. Mais cela dit, c'est très bien, on voit bien que le déploiement vaccinal va de toute façon mettre du temps. Oui. Donc c'est très bien qu'on ait aussi différents types de vaccins qui soient à disposition pour que les Français, et pas que les Français d'ailleurs, puissent faire leur choix sur la technique vaccinale qu'ils veulent utiliser. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on l'aura quand ils seront différents? Je ne sais même pas, entre ceux qui sont proposés actuellement, je ne sais même pas s'il y a un choix. La réalité, c'est qu'il faut être en état pour le début, enfin l'automne 2021, pour être capable d'avoir cette... On ne le sera pas. Est-ce que Sanofi sera capable de fournir... je le souhaite, moi. Il faut le souhaiter. D'abord, c'est une firme française. C'est une firme française, tout à fait, voilà. qui est aussi ouverte sur l'international, mais qui a des centres de fabrication en France qu'on doit aussi aider à soutenir. Et c'est très bien qu'on ait le choix sur les techniques vaccinales, sachant que, et je finis juste par là, les techniques ARN, quand vous dites ce sont de nouvelles techniques, certes, mais il faut quand même dire que ça fait presque 10 ans que ces techniques-là faisaient l'objet de recherches. Il se trouve que ça s'est sorti au moment où on en a le plus besoin, mais c'est pas en 6 mois qu'ils ont développé ça. Ce sont évidemment. Mais on l'entend assez peu, et je trouve qu'il faut le rappeler. Il y a le docteur Fouché, qui a émis une alerte ce matin. Il cite 2 de ses confrères étrangers qui sont dans l'industrie pharmaceutique et qui viennent de demander à l'OMS officiellement de bien vouloir prendre du recul et de mettre un temps pour analyser les conséquences des vaccins qui sont actuellement proposés. Et ce ne sont pas des médecins qu'on pourrait accuser de complotistes, comme il le dit lui-même, puisque ce sont des gens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique. C'est normal, c'est un processus scientifique, ils ont raison.
ont peur, et ils ont peur des conséquences. Ils disent ça peut très bien tomber parfaitement. Ils ont évoqué les problèmes d'infertilité pour les femmes à long terme à cause de ce vaccin, mais instantané. Ne risque pas grand-chose. Alors, je voudrais quand même qu'on écoute Jérôme Rivière. On vous a pas encore entendu sur cette question de la campagne vaccinale. Est-ce qu'il faut, de votre point de vue, inciter les Français à se faire vacciner, jouer la carte de la pédagogie, comme semble le souligner, insister là-dessus, en tout cas, le gouvernement? J'entendais au début de ce morceau de débat un reproche qui était fait aux Français d'être les plus réservés sur leur volonté de se faire vacciner. Moi, je vous dis, les Français, ils sont cartésiens. On a eu pendant 6 mois, sous nos yeux, au moment où dans les médias, on n'avait plus que des personnalités scientifiques qui venaient s'exprimer, un débat sur l'hydroxychloroquine. 6 mois, les Français ne savaient pas ce que c'était. On nous a expliqué, c'est un médicament développé depuis 50 ans. Mais pour savoir s'il est efficace sinon, il va falloir faire des tests en double aveugle pendant 4 ans, parce que c'est très très dangereux d'injecter comme ça quelque chose dans son corps, de prendre un médicament. Donc vous savez, les Français écoutent, on leur dit c'est dangereux. Bon, si c'est dangereux, c'est dangereux. Et là, quelques mois après, on vient nous expliquer, alors là on a fait un miracle. Pendant le temps du débat sur l'hydroxychloroquine, sur lequel je n'ai pas d'avis, on a été capable de développer un vaccin, et il faut absolument aujourd'hui que vous allez vous faire vacciner, c'est l'alpha et l'oméga. Sachant que dans le même temps, vous avez ce que je disais tout à l'heure, le commissaire au plan, qui vous dit on ne sait pas s'il y a des effets secondaires, on ne sait pas s'il est dangereux, on ne sait pas s'il est efficace, on ne sait pas s'il est dangereux. Donc excusez-moi, je trouve relativement logique qu'on se pose des questions. Je suis moi-même, j'ai été vacciné à de nombreuses reprises contre la fièvre jaune, je me fais vacciner contre la grippe, je ne suis pas du tout dans une logique anti-vaccinale, mais ce vaccin, tel qu'il est proposé, me pose énormément de questions. Et je suis très réservé sur la façon dont on le fait. La deuxième chose qui concerne le passeport vaccinal, c'est que je suis tout à fait hostile à des discriminations de cette nature. Dans la Covid, dans cette pandémie, il y a une grande part d'irrationnel et de peur. La peur est organisée. Elle est organisée par les gouvernements, elle est relayée par les médias. Un peu comme... Attendez, il y a des vrais morts. Il y a des vrais morts, c'est pas des faux morts. Il y a des vrais morts. Et il y a des vraies réanimations. Je suis désolé, c'est compliqué à distance. Mais vous aviez aussi des vrais morts pour le sida. Pour le sida, les gens ont eu très peur. Et on s'est mis à traiter les gens qui étaient atteints du virus VIH en les discriminant. Et aujourd'hui, on est en train de réorganiser une discrimination sur la base d'un virus. Donc, comme il était rappelé tout à l'heure, on est capable de savoir si on est porteur ou non, et donc si on peut voyager ou non. Et je pense qu'organiser cette discrimination, c'est une très grave atteinte aux libertés individuelles, mais je suis totalement hostile à toute forme de passeport ou de fichage des gens sur cette nature-là. Pour voyager, comme c'était rappelé précédemment, il y a des moyens, on prend un test, on sait si on est contagieux ou si on n'est pas contagieux, et on est accueilli dans un pays. Mais l'organisation, le fichage, moi ce qui me choque le plus, c'est la capacité de certains à accepter cette organisation et ce fichage sans tomber du tout dans un point Godwin qui serait ridicule. Je ne veux pas, et je pense en particulier aux gens qui ont été atteints du sida et qui ont mis 25 ans pour retrouver une vie sociale normale, qu'on puisse se engager sur ce chose-là avec la Covid. Déjà, je ne comprends pas le rapport avec le sida. Je veux juste rappeler une chose, c'est que le premier parti qui voulait isoler les malades du sida dans des sidatoriums, c'était le Front National, justement. Donc vous êtes très malvenu de donner des leçons là-dessus. La deuxième chose, je vais vous dire le problème... Vous étiez petit, peut-être vous n'étiez pas à l'époque, mais bon, c'est le cas. C'était n'importe quoi, et donc c'est ridicule. Bah c'est vrai, c'est historique. C'est un non-argument, si vous voulez. C'est historique, monsieur, c'est historique. La deuxième chose, ce qui va se passer, c'est que les pays qui auront vacciné leur population, ils vont reprendre leur activité économique avant nous, et si on a 1 an de retard sur eux, c'est mort pendant 20 ans économiquement pour la France. La vérité, elle est là, ok? On n'a pas besoin d'être vacciné pour reprendre une vie économique, je suis désolé. Bah si, parce qu'on va multiplier les confinements. Bon, on a compris que s'il n'y a pas de vaccin, il y a du confinement. Sur ce sujet. Tout. Non mais c'est simple, il y a confinement s'il n'y a pas de vaccin. Dans un petit instant, pour évoquer les questions climatiques, et 2020, cette année la plus chaude, en tout cas jamais enregistrée par les données de Météo France. Et nous sommes toujours avec Alexia Germont, Mathieu Alterman, Patrick Mignon et Jérôme Rivière. Ils vont parler du climat. Ça change un peu du Covid dont on parle beaucoup, évidemment. Que le Covid soit lié au climat. Oui, et on reparle d'agriculture à travers le climat. Exactement. En tout cas, l'année 2020 est, selon Météo France, la plus chaude jamais enregistrée, une valeur moyenne qui a atteint sur l'ensemble du pays 14 degrés, du jamais vu, donc depuis le début des relevés du président
prévisionniste depuis 1900. Est-ce que ça vous inquiète, cette situation climatique ? Évidemment que c'est inquiétant, je pense que ça inquiète tout le monde. Simplement, c'est toujours ce que je dis, il ne faut pas non plus jeter la pierre à la France, qui n'est quand même pas le plus mauvais élève dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut pas c'est l'Inde le problème, c'est la Chine le problème, c'est pas la France. Voilà. D'ailleurs au niveau mondial, oui, le réchauffement, 2020 devrait être dans les 3 premières années les plus chaudes. C'est la Chine le plus gros problème, mais d'un autre côté, la Chine a pris le sujet à bras-le-corps et a bien compris que pour pas être mis à l'index et pour pouvoir continuer finalement sa progression économique, elle avait besoin de traiter le problème. Donc en fait, c'est à la fois les plus grands pollueurs qui sont aussi actifs aujourd'hui, et ça, de ce point de vue-là... Depuis très récemment. De ce point de vue-là, je finissais ma phrase, je pense que l'accord de Paris a été une prise de conscience où on a embarqué un certain nombre de pays. Après, c'est dommage que les États-Unis en soient sortis avant de revenir, bien sûr. A priori, avec Joe Biden. Voilà. Mais bien sûr que c'est inquiétant. C'est inquiétant dans l'absolu, et c'est inquiétant aussi pour les changements en fait de comportement que cela va induire. Pardon de revenir un instant à l'agriculture, mais on voit bien quand vous discutez avec l'ensemble des personnes de la filière, on voit bien que ça induit des comportements, mais là c'est immédiat, c'est-à-dire que les assolements sont obligés d'être modifiés parce qu'il faut que finalement les plantes qui étaient capables de pousser sous dans nos sphères à nous évoluent. C'est-à-dire qu'il faut aussi continuellement prendre en compte les ressources naturelles qui sont vraiment défaillantes, les ressources comme l'eau notamment, dans la façon dont on va décider de la production agricole. Et quand vous parlez de production agricole, ça veut dire que vous modifiez aussi ce que vous êtes capable d'apporter en termes d'alimentation. Donc c'est pas des débats absolument purement intellectuels. C'est d'abord, vous le ressentez. Toutes les personnes, ça veut dire aussi que, par exemple, il faut adapter les villes et les plans d'urbanisme à des périodes de sécheresse qui sont, ou en tout cas de chaleur très forte. Et on sait très bien que vivre dans les villes quand vous avez 40 degrés de façon récurrente, c'est pas la même histoire que quand vous en avez 30 pendant l'été. Oui, mais je vais certainement faire hurler dans ce studio, mais moi, je n'ai pas la même lecture. Déjà, je rappelle... Je ne sais pas si vous avez regardé hier un journal télévisé sur une des 2 grandes chaînes. Il y avait des gens qui parlaient des dernières chutes de neige dans le Puy-de-Dôme. Et il y avait quelqu'un qui témoignait en disant « Ça fait 25 ans que j'habite là, c'est la première fois que je vois ça ». Ça me rappelle à cette notion d'échelle. C'est-à-dire que il y a 2 métiers différents. Météorologue, qui nous dit que c'est l'année la plus chaude avec une moyenne de 14, et climatologue. Et moi, j'ai ici un bouquin, parce que vous aviez annoncé le sujet, du professeur François Gervais sur l'urgence climatique. Il est quand même physicien, il a été directeur de recherche au CNRS et il est ancien expert relecteur du GIEC, le fameux groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Sauf qu'il n'est pas du tout d'accord avec les conclusions qu'on entend sans arrêt donner. Il rappelle que les cycles climatiques, d'abord, pour parler des évolutions, la période minimale, elle est de 30 ans. 30 ans. C'est l'unité de base, c'est 30 ans. C'est pas aujourd'hui, c'est pas une année ou même 5 ans, ou 25 comme hier pour le Puy-de-Dôme, c'est 30. Un premier cycle qu'il a identifié est de 60 ans. Un deuxième est aux alentours de 100, si je me souviens bien, parce que le livre, je l'ai lu il y a un peu de temps. Et le troisième, qui est majeur, c'est 210 ans. Tout ça retrouvé dans les carottes qu'ils ont tirées des sols gelés, etc. Donc, moi, je suis très, très, très prudent là-dessus. Je ne suis pas sceptique, mais je suis très méfiant sur tout ce qu'on nous fait avaler. Je vais vous étonner, mais je crois que l'un n'est pas exclusif de l'autre. C'est-à-dire que votre position n'est pas forcément antinomique avec la mienne. Pourquoi ? Juste pour finir, pourquoi ? Parce qu'on peut observer des choses en fait sur le court terme, voir les impacts que ça a sur le court terme, tout en les replaçant dans le long terme et donc la position des climatologues. Et ce qui est notamment très compliqué, c'est là où vous avez raison, c'est que vous avez en fait des pics à la hausse et à la baisse qui n'étaient pas connus jusqu'à présent. Et donc il faut arriver à adapter le mode de vie et le mode de
production alimentaire à des pics qui ne sont plus aussi stabilisés que par le passé. Mathieu a tout à fait raison en disant qu'on est les meilleurs élèves là-dedans, parce qu'avec 0,9% de rejet de carbone au plan mondial... Malgré la fermeture d'une centrale nucléaire. Ça n'a pas été remesuré depuis, mais bon, grâce à notre effectivement énergie décarbonée, voilà. Sauf que dans ce que vous nous avez dit sur l'auteur, François Gerget, je trouve ça intéressant. Il dit effectivement qu'un cycle est plus long, mais rien n'exclut qu'à la fin, il puisse se dire « je me suis trompé ». Rien n'exclut qu'il puisse se dire qu'on s'est trompé, mais rien n'exclut non plus que tous ceux qui nous disent qu'on est en train de faire flamber la planète n'est sûr. Non, mais le problème, c'est que la plupart du temps, les gens qu'on entend nous parler de dire qu'on flambe la planète sont pas les plus pragmatiques. Vous savez, on a encore eu un politisé dans la façon d'aborder le sujet. On a encore eu un tweet. Il y a eu un tweet délirant hier de Ségolène Royal. Délirant, mais c'est délirant. Qui flingue le sujet tellement c'est délirant. C'est le problème. Elle flingue le sujet, puis alors en plus elle manque de respect. Parce que c'est un scandale. Elle voulait rendre. Faut rappeler aux auditeurs ce que c'est. J'ai failli faire mon coup de gueule là-dessus. Oui, le tweet, c'est sur les militaires qui ont été assassinés. Elle nous ramène d'un seul coup sur l'urgence climatique. Mais n'importe quoi. Ce qui prouve qu'elle est vraiment irresponsable. Je peux dire un mot sur le sujet. Oui, Jérôme Rivière, je vous en prie. Oui, sur le sujet du climat, on tourne en fait autour de la production massive de carbone. La France est sans doute bon élève, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi dépendant et on est co-responsable d'une partie de ce qui est fait en Chine et en Inde à travers un libéralisme excessif. Aujourd'hui, quand on délocalise massivement des industries dans ces pays pour profiter d'avantages sociaux qui sont d'ailleurs tout à fait questionnables, faire travailler des enfants de 13 ans dans des usines, c'est pas une bonne chose, et qu'on les fait venir ensuite par des immenses tankers qui polluent massivement, on pourrait, en régulant ce genre de choses, participer à une baisse de cette production de carbone. Vous savez, j'ai toujours été choqué, j'ai été élu pendant longtemps à Nice, j'ai toujours été choqué que sur le marché de Nice, acheter une fleur qui viennent du Kenya par avion soit moins cher qu'acheter une fleur qui soit produite à Vintimille à 25 km en Italie. Et donc c'est cette logique contre laquelle il faut lutter et qui participera de toute façon à veiller à ce que l'empreinte humaine sur la production de carbone soit diminuée de façon raisonnable et responsable. C'est ce que nous on appelle le localisme, qui rejoint effectivement consommer au plus près ce qu'on peut produire au plus près quand c'est possible. Ça pose effectivement plein de problèmes de coûts, parce que c'est pas toujours facile pour le consommateur de trouver des produits de cette nature-là qui sont pas importants, et ça passe par un certain nombre de taxes, notamment pour veiller à ce que les produits qui sont fabriqués à bas coûts sociaux puissent être taxés sur l'empreinte carbone qu'ils ont quand on les importe en France et en Europe. Je voulais juste rajouter quelque chose. On va sortir de ça. On parlait tout à l'heure justement des consommateurs qui faisaient le marché. On parlait du Yucca pour l'alimentaire. Ça va arriver pour les vêtements, pour les chaussures. C'est en train d'arriver. Ça va être mis sur pied dans les mois qui viennent. De plus en plus de gens ont envie de voir où sont fabriquées les choses, de quelle manière. Il y a de plus en plus de marques qui favorisent le circuit court dans la mode. La mode est le domaine le plus polluant au monde. Il faut quand même le rappeler. Le coton, avec la mode. Teintures, bien sûr, c'est ce qu'il y a de pire. Et ça commence enfin à changer. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas spécialement la fleur qui soit. Bon, évidemment, c'est pas normal. Ce qui me choque le plus, ce sont des marques premium, haut de gamme, luxe, qui font fabriquer dans ces pays. Il y en a. Oui. Je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai acheté un sac Isabelle Marant à ma femme il nous la à raconte Noël. quand même. Hein. Fabriqué en Inde, une honte. Alors vous c'est n'auriez Isabelle pas Marant. dû. Vous savez quoi? J'ai dû le rendre tellement il sentait une odeur. Tout son stock est mort à Isabelle Marant. Ces milliers qu'elle a fait fabriquer en Inde depuis la semaine dernière. Ces gens-là qui sont sur des produits haut de gamme ne devraient plus avoir le droit de fabriquer en Chine ou en Inde, tout en vendant à des sommes énormes. C'est inadmissible. Avec en plus la double peine, parce qu'ils se font bien souvent pirater par les mêmes usines dans lesquelles ils font fabriquer, avec la contrefaçon qui n'en est pas, puisqu'en fait c'est le modèle qu'ils leur ont donné, ils ont simplement dépassé les quantités. Donc on fait un peu comme des châteaux du Bordelais qui dépasseraient leur quota d'hectolitres. Ce sont les consommateurs qui régleront le problème. Les consommateurs, je pense, veulent de plus en plus. Voilà, exactement. Et ils n'achèteront plus ces conneries. À un moment, on n'a pas besoin d'acheter 10 t-shirts par mois chez H&M. Il faut le dire, on n'a pas besoin. Voilà. Bon bah merci. Vous faites des copains avec les gens. Merci beaucoup à tous les quatre, Alexia Germont, Mathieu Alterman, Patrick Mignon et Jérôme Rivière d'avoir été avec nous. Quant à nous, on se retrouve dans quelques petites secondes pour Berkoff dans tous ses états.